Il faut pas être dur. Mais j'aimerais Non. bien démarrer cette émission sur la gifle de Brigitte Macron. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, on vient de regarder les images, c'était un peu à la sortie d'un avion. Me semble-t-il, on peut plus parler d'une poussade que d'une gifle. Alors après, bon, la dynamique des couples, voilà, on ne se permettra pas de juger. Je trouve assez intéressant de noter qu'on ne parle pas de là où va la France, de là où va l'Europe, du fait de la pertinence d'envoyer des soldats en Ukraine ou pas, de la place de l'Europe dans le monde, mais d'un soufflet pour un couple. Bon, ben voilà, alors évidemment, la violence à l'intérieur des couples, c'est toujours un immense problème, il faut pas du tout encourager ça, mais voilà, on sait que c'est compliqué. Je ne vois pas l'intérêt en fait de parler de cette chose. Bon, le dernier qui a donné une gifle à Macron, là, tu te rappelles ce gars, un Ah oui, dans la foule. cycliste, ouais, Ouais. il a eu des problèmes, hein. Voilà. Je pense pas qu'elle en aura à Brigitte. Bah quand même, hein, faut quand même, hein, quand même, faut y aller mollo. Il faut baisser son charisme et puis y aller mollo. Mais tant qu'on parle de ça, on parle pas des vrais sujets. On parle pas de son bilan, en fait. Hein. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que entre le sachet de coke qui disait que c'est un mouchoir, là, la gifle, je sais pas, c'est quoi le dernier épisode, on évite de vraiment juger son travail. Et au final, ça l'arrange. Hein. C'est sûr. Il y avait la finale de la Coupe de France aussi, du Paris Saint-Germain contre Reims. Ah, Et du coup, tu vois, enfin, des fois, il descend sur la pelouse, bien sûr. il va saluer les joueurs, et puis là, il les a salués dans les vestiaires, tu vois. Enfin, même pas dans les vestiaires, dans le stade, tu vois, dans les souterrains. Il y en a qui disent que, vu que sa cote de popularité est en train de baisser de dingue, il se serait fait siffler, ou, tu vois. Je sais pas, moi, si tu veux, ça me le rend plutôt sympathique parce que l'intérêt du foot et du sport, c'est de transcender la violence, parce qu'on ritualise un affrontement avec des règles, un arbitre, puis ça fait moins de morts que des soldats qui s'affrontent avec des fusils. Donc, je trouve ça assez chouette. Et puis, bon, mon impression, c'est que c'est un vrai passionné de foot. Et puis, ma foi, Ouais. moi, enfin, il est président de la France, c'est quand même bon art. Si toi et moi, on était invités à la finale de la Coupe de France, ce qui n'est pas encore le cas pour une raison qui m'échappe, mais on irait aussi saluer les joueurs et leur dire notre admiration. Tu es d'accord? Bon, Ah, toi, tu bien sûr. es plus dans le milieu, tes chances sont plus grandes, mais si tu es passionné de foot, ben, voilà, en anglais, on appelle ça un perk. Tu sais, Oui, c'est un avantage qui vient avec la fonction. Président de la France, c'est beaucoup d'ennuis. Donc, le fait qu'il puisse kiffer le foot et puis rencontrer les gens, je trouve ça plutôt chouette. Moi, ça me le rend plutôt sympathique. tu me fais une bonne transition quand tu dis président de la France. Est-ce que ça serait pas plus maire de la France, vu Ouais. le plan et la conférence sur le budget? Et c'est notre discussion du jour d'Ursula von der Leyen. Tu te disais qu'il Mhm. parlait de territoire. Ouais. Et voilà, c'est pas plus un Alors, conte ou peut-être il faut juste le conte contextualiser Macron. qu'on mettra en commentaire, comme ça les gens peuvent aller voir pour eux-mêmes. Mais il y a eu Oh, cette c'est en conférence anglais. en anglais, bien sûr, mais C'est intéressant. Je sais pas pourquoi elle s'obstine à faire en anglais. Pourquoi pas en allemand ou en français, ou parce que c'est la langue européenne, l'anglais. also, was ist das Thema heute? Non. C'est que quand tu parles en allemand, il y a moins de gens qui t'écoutent. Hein. Mais le truc, c'est un peu la lingua franca, l'anglais, c'est l'espéranto du monde. Mais je, alors, juste pour les auditeurs, donc ce discours qui n'est pas très long, en fait, c'est une présentation du budget. C'est un petit peu comme quand ben voilà, toutes les X années, en fait, il faut expliquer quelles seront les ressources qu'on va lever, donc l'impôt, hein, c'est pas autre chose. Et puis, où est-ce qu'on va l'investir, quelle est la vision. Et ça m'a incroyablement frappé. Donc, elle s'exprime très bien, c'est très bien fait, tout est joli. Mais si on est un peu creux puis qu'on analyse le fond du discours, elle dit principalement trois choses.
La première, c'est qu'elle n'utilise pas le terme de nation ou d'État-nation ou d'État souverain, mais elle parle de territoire. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être la Broye en Suisse, le Larzac en France, l'Andalousie. Non, mais donc, on mentionne déjà pas le fait qu'il y ait des nations, ce que je trouve complètement ahurissant. Ensuite, un autre point qu'elle fait, c'est qu'elle explique qu'on vit une époque de changement, d'imprévisibilité croissante, etc. Et elle a raison. Et ce qu'on attendrait d'un chef d'État, c'est d'articuler une vision de ce qui va compter pour le continent européen et puis de dire, eh bien voilà ce qu'on voit, voilà ce qu'on pense qui va arriver, donc voilà comment on va investir les ressources communes. Et du coup, c'est un peu comme si tu es chef de village dans la montagne et puis qu'il va faire très froid, ben, tu dis, bah voilà, on va construire plus de maisons pour essayer de ne pas mourir. Donc, il faut articuler une vision. Tu ne peux pas juste dire, on va dépenser des sous, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on ne sait rien. C'est ça qu'elle a dit. Ouais, c'est ça. Donc, elle a parlé d'agilité, etc., etc. Et ce qui est alors encore plus ahurissant, c'est qu'elle explique que bon, bah maintenant, ils ont dépensé pas mal d'argent pour le Covid, etc. Donc, il va falloir commencer à rembourser. Donc, en creux, ça veut dire par ici la monnaie, on va bien vous faire les poches. Qu'il va falloir dépenser plus. 340 milliards d'euros. Voilà, ce qui fait quand même une somme assez rondelette. Hein, pas pour nous, bien sûr, mais pour la plupart des gens, 340 milliards, c'est quand même une somme. Et du coup, elle explique que non seulement il y a des dettes, mais qu'en plus, il va falloir prendre plus d'argent, mais elle se refuse à expliquer vers quoi. La seule chose qu'elle dit, c'est « je ne sais pas ». Ouais. Ce qu'elle a dit, c'est que le budget, justement, 90% du budget, il est déjà préalloué. Donc, depuis 2019, et que la situation entre 2019 et maintenant 2025, elle a complètement changé. Et justement, c'est pour ça qu'il va falloir mettre la main à la poche, mais on ne sait pas où. Elle explique en clair qu'il va falloir plus de sous, mais elle ne dit pas pourquoi. Elle a donné un petit élément où elle te dit qu'ils vont créer un fonds pour l'innovation, en fait, pour être plus compétitif, mais c'est super vaste parce qu'ils te disent, en gros, on va investir dans l'IA, dans la clean tech, biotech, et puis tout ce qui est industrie spatiale. En gros, c'est ça. T'as déclenché J'ai déclenché un… Non mais… C'est quand même la grande classe. En fait, ce sont des banalités et d'ici que ce budget soit mobilisé puis qu'il se passe quelque chose, voilà, on sera déjà au prochain chapitre. Ils ont toujours un coup de retard. Donc, je trouve ça complètement ahurissant. Et ce qui me frappe encore plus, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mécanisme démocratique qui permette de valider ces choix. Ouais. Tu vois ? En fait, l'Europe, c'est une poule sans tête qui court, mais qui coûte cher. Et du coup, on sent en fait cette absence. Et moi, ça me frappe, et je lis ça au fait qu'on parle de territoire et non pas d'État. C'est extrêmement, je trouve ça extrêmement alarmant parce qu'en fait, les mots que tu utilises et que tu choisis, en fait, ils dénotent aussi une vision du monde. Et là, clairement, en fait, quand on parle de territoire, le fait que les États-nations existent, c'est mis de côté. Et on fait comme si ces structures décisionnaires n'avaient pas de poids ni d'importance. Ce qui veut dire que l'Europe et Mme von der Leyen considèrent qu'en fait, les priorités doivent être fixées par l'Europe, un échelon supérieur. Parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs, mais une autre interprétation, c'est qu'ils veulent du budget pour jouer avec parce que c'est bonnard d'avoir de la thune. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. Tu vois ? C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de gens qui commentaient sur X que c'est un peu un 49-3. Ouais. Où en fait, on décide comme on veut et puis… Mais c'est exactement ça que c'est. Mais il faut être attentif aux mots. On parle de territoire. Ça veut dire qu'en fait, la notion qu'un État comme la France, l'Allemagne, la Belgique, la Roumanie puisse avoir des intérêts divergents, des priorités autres, une vision un petit peu différente, ça n'apparaît nulle part. Et c'est spécialement choquant quand on vit en Suisse avec la démocratie directe, parce qu'en fait, en Suisse, bien sûr qu'il y a un État fédéral qui s'occupe du régalien, donc de l'armée, de deux, trois choses, mais la santé, l'impôt, l'éducation, la police, ce sont des choses qui sont aux mains des cantons. Et ça fonctionne très bien.
Il n'y a pas besoin de faire remonter ça à l'étage supérieur et puis de tout décider dans un bureau à Bruxelles. Je trouve ça extrêmement choquant. Tu vois? J'aimerais rebondir sur un truc, en fait. Elle disait que pourquoi ils ont besoin de plus d'argent, en fait, c'est parce que à cause de l'IA, on ne sait pas où l'innovation va nous amener. Elle disait que voilà, en 2019, Ouais. les gens disaient que l'IA pourrait commencer à raisonner en 2050, alors que ça se fait déjà maintenant. Donc, est-ce que c'est eux qui ont fait le mauvais assessment ou vraiment ils sont perchés? Et la deuxième chose qu'elle a mis dans le panier, c'est les catastrophes naturelles. Donc, ça aussi, il faut faire un petit coussin parce qu'on sait que voilà, ça va augmenter à cause du changement du climat, Oui, changement mais climatique. en gros, ce qu'elle dit, c'est que jusqu'à maintenant, elle s'est plantée et puis qu'elle voit rien. Elle est comme ça. Et du coup, elle va faire les poches des citoyens en ignorant les États-nations. Je trouve ça, mais ahurissant. C'est complètement ahurissant. Donc, en fait, le fait qu'elle n'articule pas une vision, parce qu'évidemment, il faut du courage, il faut de l'intelligence, ça demande beaucoup de travail. Et puis, l'autre chose qui me frappe aussi, c'est qu'en fait, il n'y a pas un aggiornamento des mauvaises décisions qui ont été prises. Par exemple, cette régulation de l'IA en Europe qui a définitivement tué toute start-up un peu ambitieuse parce que c'est simplement trop dangereux de faire ces développements en Europe. D'ailleurs, on l'a vu. Airbus, ils font tous les développements liés à l'IA hors de l'Union européenne parce que sinon, ils sont trop à risque. Donc, si même une société comme Airbus, elle renonce, il y a un moment où il faut entendre la chansonnette du réel. Et je pense que, et c'est le plus effrayant, quand tu as des États-nations et tu parles de territoire, tu ne parles pas du réel, tu parles d'une espèce d'idée que tu as, mais ça montre en fait ce qu'ils ont derrière la tête. Tu dis que tu vas prendre plus de sous. Ben oui, bonnard, pourquoi pas. Et puis, tu ne regardes même pas les décisions que tu as prises dans le passé, puis qui ont été peut-être à côté. Ce n'est pas pour les blâmer que je dis ça, mais il faudrait quand même un moment, si tu veux continuer à décider plus, centraliser les choses, faire preuve aussi d'un tout petit peu de recul, de bon sens, et puis d'être capable d'examiner ce que tu as déjà proposé, puis d'expliquer pourquoi en fait tu t'es planté. Je trouve ça beaucoup plus rassurant que quelqu'un qui fait comme si rien n'a fait exister et puis qui vient faire les poches des gens. C'est absolument choquant. On en parlait, mais c'est vrai que qui est-ce qui juge leur travail en fait? Comment ils mesurent le succès? Comment ils mesurent les échecs, tu vois? Et qui devrait prendre cette responsabilité? Parce que c'est vrai, comme tu dis, là, ça fait 5 ans qu'ils font n'importe quoi. Et ils veulent encore piquer du fric et puis on va les croire sur parole. Alors que toi, tu es dans une boîte, tu es CEO, enfin PDG, si tu as des mauvais résultats, après 6 mois, une année ou 2 ans, tu te fais virer. Alors, je pense quand même qu'il faut raison garder. Je ne suis pas certain que diriger un État, c'est tout à fait similaire à diriger une entreprise. Pourquoi? Parce qu'en fait, une entreprise, elle a déjà comme premier objectif de gagner de l'argent. Si on pousse ce raisonnement au bout et à l'absurde, en fait, on devrait rétablir l'esclavage en Europe, puis du coup, on pourrait gagner plus de sous, mais ce n'est pas le but. Le but d'un politicien, d'un État, d'une zone géographique, c'est de créer de la richesse, mais qui soit répartie intelligemment, que tout le monde ait quelque chose à gagner, qu'il y ait un brassage des classes sociales, etc., etc. Donc, pas de la richesse personnelle. Aussi, mais si tu veux, la richesse personnelle, c'est pas forcément une mauvaise chose quand on l'a mérité parce qu'on a fabriqué quelque chose, inventé quelque chose, etc., etc. Donc, si tu veux, je pense qu'en fait, un politique et un dirigeant d'entreprise, c'est pas tout à fait les mêmes tenants et aboutissants. Là, ce qui me manque en fait dans ce discours, c'est une. En gros, elle dit qu'il faut plus de sous. Très bien, moi ça me choque pas. Mais par contre, pour faire quoi? Il faut articuler une vision. Il y a 10 ans, l'Europe, c'était la paix. Maintenant, l'Europe, c'est la guerre. Enfin, en termes de proposition de valeur, on a quand même viré à 180 degrés. Et il faut proposer une vision ambitieuse, expliquer comment tu vas la réaliser, que ce soit quelque chose d'entraînant pour l'ensemble des citoyens du continent, etc., etc. Mais ça, en fait, il n'y a pas. Donc, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il n'y ait pas une mauvaise vision qui soit articulée. Ça m'aurait pas trop inquiété. Là, on aurait pu se dire, ils sont à côté du tir, c'est pas très enthousiasmant. Pas grave. Au moins, il y a un effort ou un faire semblant de proposer quelque chose. Mais là, il n'y a rien. En gros, c'est, tout est incertain, on peut rien vous dire, mais on verra bien. En tout cas, ça va coûter cher. D'avance.
Bah oui, parce qu'il faut justifier, enfin, il faut pouvoir payer leur salaire. Elle est à 33 000 euros. Et ce qui est sorti il y a quelques semaines en arrière, c'est que les 3 dernières années, ils ont eu 7 augmentations de salaire. Mais à la limite, ça me choque pas. Si tu veux, 7 en 3 ans. bon, c'est cossu. 7 en 3 ans. Ouais, bon, 7 en 3 ans, voilà. Bon, ben oui, ok. Mais à la limite, si le job était fait et fait de belle Ah oui, manière, ça pourrait être pour les citoyens européens un investissement collectif sensé. c'est vrai. D'accord? 33 000 balles, c'est pas Moi, énorme. Si elle moi, t'a fait- je suis pas il faut le voir comme un investissement. En fait, si tu payes bien quelqu'un de très compétent, qui est très courageux, qui travaille beaucoup et qui améliore la vie de tous les citoyens, de 500 millions de personnes, ne serait-ce que de 1%, ben, c'est un bon investissement. Donc, ça me choque pas. Et puis, en plus de bien payer les politiciens, ça évite quand même un tout petit peu qu'ils prennent dans la caisse. Donc, moi, tu peux pas ne pas payer les gens puis espérer qu'ils fassent un travail merveilleux. Mais là, le problème, c'est que, bon, cette augmentation en 3 ans, effectivement, ça pique. Ça, je dois dire, hein, alors que l'Europe s'impose, Énorme. c'est quand même, ouais, c'est assez énorme. Mais on met ça de côté. On fait l'hypothèse généreuse qu'en fait, ça prépare la suite pour qu'il y ait des leaders qui soient à la hauteur et intéressés à prendre le challenge. Donc, pourquoi pas? Mais je dirais que là, on peut se questionner sur le bien fondé de ces augmentations, puis surtout sur les résultats que ça a apporté. Hein? Mais est-ce que toi, tu as entendu quelque chose où justement on jugeait ces résultats, enfin les résultats de la Non, Commission européenne? jamais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut qu'on fasse des recherches, mais Il n'y a rien. Par exemple, moi, j'aurais beaucoup aimé voir une grande analyse longitudinale sur les différents pays, sur la manière dont la crise du Covid a été gérée, puis qu'il y ait un regard critique qui soit porté là-dessus, pas du tout pour blâmer les gens, ouais, simplement parce que si tu ne regardes pas ce que tu as fait, tu n'as aucune chance de faire moins mal la fois suivante. c'est vrai. D'accord? Les militaires, ils appellent ça un rétex, mais c'est essentiel en fait. Tu fais quelque chose, puis tu dis, bon, ben, je sais pas, tu joues au foot, tu dis, bon, ben voilà, on a mis Younes au goal, est-ce que c'était une bonne idée? Non, non. Ce mec est avant-centre. D'ailleurs, tu joues à quel poste? Avant-centre, là, ouais. Avant-centre, Avant-centre. j'étais sûr. Merci. Eh ben, le mec, il est né avant-centre, eh ben, il faut le faire jouer avant-centre. Si tout d'un coup, tu le mets arrière central, eh ben, tu t'es imprégné. Est-ce que c'était une bonne idée? Non, c'était pas une bonne idée. Donc, en fait, on fait ça au foot, on fait ça dans les entreprises, on fait ça partout. C'est pas pour blâmer, c'est simplement pour dire, bon, ben, on a essayé quelque chose, qu'est-ce qu'on peut en apprendre? Et là, ce que je trouve absolument effrayant, c'est que cette volonté d'apprentissage, elle n'est pas présente. En tout cas, ce n'est pas fait de manière publique. La crise Covid, elle a coûté très cher, ça a endetté tout le monde. Peut-être que ce serait l'occasion de rediscuter le bout de gras pour comprendre ce qui a été bien, pas bien, etc. Sans blâmer. On peut leur donner, de mon point de vue, on devrait leur donner une absolution d'avance, si tu veux. On dit, ben voilà, personne ne va avoir d'ennui, mais maintenant, il faut quand même qu'on progresse collectivement pour comprendre ce qui a été pertinent, pas pertinent, etc., etc. Et le fait qu'en fait, on bloque ce mécanisme d'apprentissage, je trouve que ça sent extrêmement mauvais parce que ça veut dire qu'ils se protègent. C'est la course en avant, hein, c'est ce qu'on voit en fait. Mais maintenant, en fait, on prépare le prochain chèque sans même annoncer à quoi il serait dépensé. On dit simplement, ben, les gars, dès qu'il y aura un problème, bing, on va sortir les dollars, enfin les euros. Et moi, ça me plaît pas du tout parce que le rôle en fait du leadership, c'est d'articuler une vision. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Mais maintenant, il est grand temps qu'il y ait une nouvelle génération de politiciens qui émerge et puis qui fassent une proposition aux gens, qui disent, bon, ben voilà, la situation dans laquelle on est, il faut lire le réel. C'est pour ça que Trump a été élu. C'est parce qu'il a une lecture du réel qui est plus, dont les gens comprennent en fait la pertinence. Ça ne veut pas dire qu'on doit soutenir tout ce qu'il a fait après, ce n'est pas du tout le propos. Mais s'il veut, à force de ne pas parler du réel, une présidente de la Commission européenne qui parle de territoire, je veux dire, si tu voulais faire exploser l'Europe, je trouve ça pas mal. Tu dis en gros aux Français qu'en fait, non, c'est pas la France. Tu dis aux Belges que c'est pas la Belgique. J'ai l'impression c'est du délire. Et il ne faut pas croire qu'elle a laissé échapper ce mot, ce discours. J'ose espérer qu'il est relu, relu, re-relu.
Il est super bien travaillé en plus. Et travaillé, etc. Donc, en fait, quand tu mentionnes la notion de territoire, ça veut dire que ce que tu annonces, c'est que tu vas mettre à mort les États-nations. Ouais. J'aimerais avoir ton point de vue sur un point. En fait, elle disait par rapport au budget, donc l'UE doit rembourser 338 milliards d'euros du plan Next Generation, donc ça c'est lié au Covid. Et ce qu'elle dit, c'est que les budgets nationaux ne suffiront pas, donc l'UE doit créer des nouvelles ressources possibles, taxes carbone, digitales, etc. Donc encore une fois, il va y avoir des nouvelles taxes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses de ça? S'il veut il faut que ce truc explose, et le plus vite sera le mieux. Parce qu'en fait, ce qu'elle annonce, s'il veut, 300 milliards, quand tu regardes le PIB de l'Europe, c'est pas grand-chose. C'est un PIB en gros de 17 000 milliards en Europe, donc 300 milliards, tu vois, 300 sur 17 000, c'est pas gigantesquissime. OK, ça s'absorbe. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme démocratique pour exercer un contrôle citoyen sur cette superstructure qui arrive au-dessus de tout. Et qui dit qu'il va te prendre 300 milliards. Ouais, et puis ça c'est une chose, mais si tu veux de taxer l'énergie, ça va faire diminuer le PIB. Enfin, tu peux pas juste annoncer comme dirigeant, voilà les gars, en fait on va lever un impôt supplémentaire, mais on va pas vous dire où est-ce qu'on va collectivement, ni pourquoi, ni à quoi on va l'utiliser. On sait juste que voilà, on va avoir besoin d'un peu de pognon. C'est un petit peu comme un ado qui te dit, dis donc papa, tu peux pas me filer 100 balles, j'ai peut-être une opportunité d'affaires ce soir. Tu vois, je sais pas, c'est un peu chaud. Donc même avec les ados, en fait, on leur donne un budget. Tu vois? Donc, non, je ne vois pas ça d'un œil favorable du tout. Et je le redis, je pense qu'en fait, il faut être très, très attentif aux mots, parce que les mots ont un sens, et que quand on parle de territoire, le terme existe, on scotomise la notion d'État-nation, et ça, je trouve que c'est extrêmement mauvais signe, même si Madame von der Leyen s'exprime de manière extrêmement élégante et tout à fait posée. Le fait qu'on nie l'existence des États-nations venant d'elle, dans sa position, au moment d'annoncer un nouveau cycle budgétaire, je trouve ça absolument effrayant. Et ça veut dire qu'en fait, les chefs d'État en Europe sont d'accord avec ça. Ouais. Tu vois, c'est une espèce de mouvement où… Bon, en fait, pas tous, dit, tu vas me dire une Giorgia Meloni… Non, bien sûr, mais s'il veut, il y a une quantité minimum de gens en fait, qui trouvent ça malin. Et maintenant, si tu te mets à la place des dirigeants des États en question, en fait, ils se disent, bon, ben voilà, moi j'ai une dette de dingue, je ne sais pas comment m'en sortir. Bon, bah, on passe au prochain. C'est un jeu de l'avion. Ouais. Tu vois, mais c'est un jeu de l'avion qui n'est pas du tout démocratique. Et ça, c'est très effrayant. Si au moins il y avait une espèce de système confédéral ou fédéral déjà en place, il y aurait au moins un mécanisme de contrôle, tu vois, un contre-pouvoir qui permettrait de. Mais ce n'est pas le cas. Ouais. Il y a un truc aussi, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'innovateurs qui sont venus la voir et qui disaient que les procédures, elles étaient trop compliquées. Donc, et que même des fois, justement, les gens ne voulaient pas postuler parce que ça prenait trop de temps et puis que 20% de la subvention, elle pouvait partir dans les coûts administratifs pour déposer un dossier. Donc, ils se rendent compte que maintenant que c'est trop compliqué d'innover, c'est trop… Si tu veux, alors 2 commentaires. Le premier, c'est que oui, en effet, ma chère, les entrepreneurs, ils passent pas leur vie à faire des choses. Donc oui, mais il faut bien voir que l'Europe aujourd'hui, c'est surtout une fabrique de droits et de normes, et qui sont, à mon avis, complètement détachées de la réalité. En fait, le fait qu'elle se soit pas rendue compte que c'était pas faisable, c'est très inquiétant. D'accord? Donc déjà, ils sont loin du réel. Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième problème, c'est que elle annonce ça comme une espèce de trouvaille. Tu vois? Waouh! J'ai parlé avec des gens du terrain, il semblerait que nos processus administratifs soient trop compliqués. Puis c'est avec fierté comme ça. Ah ben voilà. Mais elle ne m'a pas semblé percevoir un début d'explication de comment ça allait être simplifié. Non, pas du tout. D'accord? Rien. Donc, est-ce que ça va se faire comme ça naturellement par
par miracle. Alors, les miracles existent, hein, bien sûr, c'est clair, mais c'est quand même pas fréquent. Donc, on peut tout à fait légitimement s'interroger sur cette pertinence. Si tu veux, c'est comme quelqu'un qui te parlerait d'un truc qui a eu lieu il y a 5 ans, que tout le monde savait, sauf lui-même. Tu vois, c'est complètement ahurissant. Je trouve dingue. Et le fait qu'elle ose prendre la parole en public comme ça, en se sachant filmer, écouter, relu, et que ça la heurte pas, d'accord, de comprendre si tard, d'accord. C'est un peu comme de dire, bon, bah, écoutez, là, on a perdu notre match, on va se passer des unijambistes dans l'équipe. Effectivement, c'est pas bon pour le foot. Tu dis, bah, ouais, ok. Tu vois, même Mourinho, il n'oserait pas dire un truc comme ça. Donc, s'il le veut, il me semble qu'il y a une distance entre la vie que mènent ces gens et le réel qui est en train de se creuser. Le gap, il n'est pas en train de se résoudre, tu vois. Et ça, je trouve que c'est tout à fait alarmant parce que maintenant, on parle même plus d'État, mais on parle de territoire, on parle même plus de ce pourquoi. C'est plus qu'on nous dit, on nous dit pas, ah, il y a une crise, il faut lever des sous. On nous dit, bon, les gars, a priori, il va y avoir des crises. Ça va coûter cher. Ça c'est déjà donné d'avance. Préparez-vous, va falloir ouvrir le crapaud. Ouais, c'est un peu comme les discours de garagistes ou de dentistes un peu crapuleux, tu vois. Où tu sais pas exactement pourquoi tu payes. Ils te donnent un devis, tu en as pour moi, le 10 000 garagiste, balles. il te répare ta voiture. Le dentiste, si tu avais mal aux dents, ça va mieux après. Ouais, mais tu sais pas, des fois, tu en as vraiment. Ils vont te faire des interventions dont tu n'as pas besoin. Il va te changer des trucs, tu vois. Je vois que tu as un rapport compliqué avec le dentiste. Hein. C'était avec une mauvaise expérience. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Oh, ça va de ce côté-là. Okay. De ce côté-là, mais tu dois quand même avoir 2-3 devis pour vraiment comprendre ce qu'ils vont faire. Tu peux pas te lancer comme ça. Surtout, enfin, en Suisse, le moindre truc, tu dépasses tout de suite 2-3 000 balles et tu sais même pas ce qu'il va te faire. Ouais, bah, moi, je me méfierais moins d'un garagiste ou d'un dentiste que de la commission européenne. Moi, ah, vraiment. Parce que à la fin, si ta voiture, elle démarre pas, tu lui dis, bon, mec, ça va pas le faire. S'il y a une manière de mesurer le résultat, t'es d'accord? Tu sors chez le dentiste, tu n'as plus de dents, tu peux légitimement te plaindre. Ok, ça a coûté 2 fois plus que prévu, nanana, mais si tu es réparé, bon, ben, ça va. Mais là, on est dans une situation très différente. En gros, on doit signer pour une réparation dont on ne connaît pas la nature. D'avance, on sait juste que ça va être cher. C'est une assurance, en fait. C'est intense. Ouais. Elle a parlé de guichet unique pour la compétitivité et l'innovation, encore une fois. Bah, on devrait postuler, Younes. On se marrerait tellement. On ferait des visios. Pour faire quoi, tu dis? Pour bosser au guichet unique de Lyon? Bah, bien sûr. Avec cette augmentation de salaire en 3 ans, volontiers. Elle a parlé d'un autre truc, le Global Fund for Europe. Donc, ce qu'elle dit, hein, elle propose de regrouper les financements liés à l'aide au développement, à l'Ukraine, la politique migratoire, un Global Gateway. Je ne sais pas ce que c'est, donc plus de cohérence. Mais voilà, comme tu dis, il y a ce risque d'opacité et de complexité. Donc, donnez-moi l'argent, puis après, je gère. On va tout réunir. Faites-moi confiance. On va tout réunir. Younes, on se connaît depuis un moment. Faites-moi confiance. Filez-moi la thune. Je m'occupe de tout. Mais non. Mais non. Tu vois? Non. Ça sent très, très mauvais parce que quelqu'un qui te dit qu'en fait, il va mutualiser tout ça. En gros, ils annoncent qu'ils vont prendre la thune, plus de thunes. Ils disent pas pourquoi. Ils voient rien. Tu sais, la mutualisation, c'est pratique hein, parce que tu fais 2 trucs qui sont bien, puis tout le monde va apprécier, puis après, tu en fais 36 dont personne n'a jamais entendu parler. Moi, je trouve ça, et en plus, à l'ère de l'IA aujourd'hui, où en fait, on pourrait avoir une vision claire de ce à quoi sont attribuées les ressources, je pense qu'ils sont simplement en train d'essayer de prolonger un modèle qui est déjà mort, où tu dois comme ça déléguer ta voix, faire confiance de manière aveugle et complètement benoîte. Ça ne tient pas la route une seconde. Ce modèle est raide, mais ils n'arrivent pas
je sais pas s'ils n'arrivent pas à voir. En tout cas, je qualifierais ça beaucoup plus de fuite en avant que d'approche pondérée et raisonnable pour s'adapter au changement. Et c'est d'ailleurs criard parce qu'elle parle de ce move vers l'intelligence artificielle et que ça va changer la société, mais en gros, elle nous dit qu'il ne faut rien changer. Ça change tout pour que rien, tu vois, il faut que tout change pour que rien ne change. Ça n'a aucun sens. Elle a fait plusieurs déclarations aussi où elle invitait les chercheurs et les scientifiques américains à venir s'installer en Europe. Bon, ça, c'est de bonne guerre. Si tu veux, c'est du business. Hein. Voilà, maintenant, faut-il encore attirer les bons? Hein? Il faut de l'argent aussi pour faire ça. Ouais, mais ça, ça peut être un bon investissement. C'est-à-dire que ça ne paye pas immédiatement, mais si tu attires, ça a été le modèle des Américains pendant très longtemps. Hein. Si tu veux, tous les plus grands talents, ils partaient aux États-Unis. Donc, Yann LeCun, il est français, il dirige la recherche chez Meta. Enfin, c'est ce que je dis, les très bons, ils sont déjà partis. Donc, mais invité, mais qui est-ce qui va venir? Essayer de récupérer en fait des très forts, ça c'est de bonne guerre et c'est un bon move. Ça, je dirais, faut quand même pas. Ça, c'est une bonne idée, c'est bien. Mais comment elle va le faire? Enfin, je veux dire, un très bon chercheur qui, maintenant, OpenAI, ils offrent des salaires à 10 millions à l'année, 10 millions de dollars à l'année. Comment elle va s'y prendre au niveau européen pour faire venir des gens bosser ici? Alors ça, je sais pas, mais c'est les grosses boîtes qui font du développement, tu vois, qui sortent des nouveaux produits. Ouais, donc ici, tu as Mistral, tu as Zurich, tu as toutes les grosses boîtes qui sont installées. Disons, mais c'est pas Ursula qui a la main là-dessus. Alors, concernant l'IA, je pense qu'en fait, c'est plus la recherche universitaire qui a les choses en main. Ce sont les labos privés, les entreprises privées. Donc, en fait, le coût est déjà parti. Tu peux pas, quand tu fais de la recherche, tu dois penser un tout petit peu plus loin que ce qui est déjà arrivé. Là, c'est pas qu'on a un train de retard, on a plusieurs gares de retard. C'est trop tard. Voilà. Donc, je pense que là, voilà, mais le message, il est pas stupide. C'est-à-dire que tu sens que la situation dans les universités aux États-Unis, elle n'est pas top, qu'il y a des gens qui vont être mécontents. Tu envoies un signal pour dire n'oubliez pas que peut-être en Europe, vous serez un peu mieux traités. Et ça, je pense que c'est malin. C'est tu dis par rapport à Harvard, qui ne vont pas forcément recevoir leur subside. Ça, moi, je pense que c'est de bonne guerre. Et puis, ben voilà, c'est une concurrence. Maintenant, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle parce que, encore une fois, le coût est déjà parti et que c'est pas la compétitivité dans l'industrie. C'est une industrie maintenant. Je dis pas qu'il n'y a pas des recherches à mener, mais le gros, en fait, de la création de valeur, il va se passer dans les entreprises privées. Il faut qu'il y ait assez de chips et d'énergie pour les faire tourner. C'est un problème industriel. Voilà. L'énergie en Europe, elle est plus chère. Enfin, voilà. France, donc, si tu veux, le move qu'elle fait en essayant d'attirer ses chercheurs, elle signale le fait qu'ils sont les bienvenus. C'est pas mal parce que ça plante une graine. Et si ça se trouve, il y a 15, 150 ou 10 000 talents qui vont rejoindre le continent européen. Pourquoi pas? C'est pas du tout bête. Mais ça n'a rien à voir avec la problématique industrielle. Ils vont faire de la recherche, quoi. Ils vont faire des publications et tout le monde sera content. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une annonce qui est sortie hier en parlant d'IA, tu as les Émirats qui ont signé un partenariat monstre avec OpenAI. Et puis, ils vont offrir à tous les résidents ChatGPT+. Donc, tout le monde va avoir accès gratuitement au lieu de payer les $20 par mois. Bah, ils ont raison. Bon move. Ouais, ils sont à fond, quoi. Plus, je crois qu'ils vont ouvrir un data center et tout à Abu Dhabi. Oui. Donc, j'ai l'impression que cette approche est beaucoup plus pragmatique que de ramener des scientifiques. Les Émiratis, ils ont compris un truc. Ils ont compris qu'en fait, maintenant, l'IA, c'est un peu comme l'électricité. Il faut y avoir accès. Je sais pas, si là, il n'y a plus d'électricité, on n'y pense pas, mais on vient, on allume la lumière, on fait notre streaming, et ben, s'il n'y a plus d'électricité, ça marche quand même nettement moins bien. Et ils se sont dit, ben voilà, on achète une usine électrique, ça veut dire qu'on va fabriquer une usine à intelligence, à IA, on va la mettre sur notre territoire, on fait un deal avec des gens qui ont la technologie, à savoir OpenAI. Comme ça, on a accès aux chips, on peut sécuriser en fait un moyen, un outil, une capacité pour nos citoyens.
Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Au début de l'électricité, il a bien fallu construire des centrales à gaz, des centrales au charbon, etc., des centrales nucléaires, et puis faire un réseau de distribution. C'est ça qu'ils font. Et ils ont raison, ils sont vraiment malins dans le Middle East, et je pense que eux, ils ont tout à fait compris et intégré le fait que c'est plus un problème de recherche, mais c'est un problème industriel. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils financent la mise en place. C'est exactement comme l'électricité. Il faut fabriquer une centrale à charbon ou au gaz. Il faut construire des pylônes et tirer des immenses câbles. C'est quand même pas rien, tu vois, pour l'électricité. Quand on va en Valais, on le voit bien, il y a tous ces pylônes avec ces immenses câbles. Je veux dire, c'est pas que tu prends ton câble et puis tu vas connecter le Valais comme ça en 5-7. Ce sont des investissements qui sont colossaux. Et puis, il faut apprendre à gérer ces usines d'intelligence. Et on est en train de passer du monde de l'intelligence artificielle au monde de l'intelligence abondante. Ouais. Et les Émiratis, ils disent, bon, ben, nous, on veut faire en sorte de sécuriser notre accès à cette capacité-là, comme l'électricité. Et puis, du coup, ils placent un pari maintenant. OpenAI, ils sont contents, ils reçoivent des sous, etc. Mais, si tu veux, ça, je trouve que c'est… Maintenant, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision ou pas? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont payé trop cher ou pas? J'en sais rien. Mais ça m'a l'air d'être intéressant en termes de vision. C'est pragmatique. Est-ce que l'Europe, elle dit, imaginons, hein, on fait une expérience de pensée, l'Europe dit, bon, bah, voilà, on va passer de l'ère de l'intelligence artificielle à l'ère de l'intelligence abondante. Il faut que tous les citoyens européens puissent avoir accès à ces technologies. On va donc faire un accord avec Anthropic, OpenAI, etc., et Google. Et tous les citoyens européens auront un rabais de 50% sur leur abonnement et les data centers seront sur sol européen et on va construire des centrales pour avoir l'électricité suffisante. Comme ça, on aura une autonomie stratégique pour pouvoir le faire. Je sais pas même si c'est une bonne idée, j'y ai pas réfléchi, je réfléchis, j'exprime ça simplement, voilà. Mais là, si l'Europe disait, bon, bah, on va mutualiser des ressources pour faire ça, on pourrait au moins se positionner, on dire, bon, c'est une bonne idée, pas une bonne idée. Bon, encore une fois, je pense que les Émiratis, ils ont absolument bien joué le coup et qu'ils ont absolument raison de faire ça. Je veux dire, je trouve ça à la fois visionnaire et intéressant du point de vue de la création de valeur dans le pays. Donc, ils ont bien raison de faire ça. Maintenant, l'Europe pourrait tout à fait s'y mettre et compléter ça par des centres de recherche et des grants pour améliorer ces modèles dans le futur, pour pouvoir fabriquer des chips. Il y a quand même ASML qui est en Hollande, donc il faudrait pouvoir fabriquer des chips. Ça pourrait valoir la peine d'investir là-dedans. Je ne sais pas, de relancer un grand plan européen. Les Espagnols et les Portugais, ils ont eu un petit problème avec l'électricité pour en fait assainir ce réseau de distribution et la production d'électricité pour s'adapter au solaire. Enfin bref, il y a au moins 15 trucs qu'on pourrait mentionner qui seraient un peu sensés, qui peut-être nous profiteront pas à nous, mais à la génération d'après. Imaginons un truc comme ça, tu vois. Donc, ça, ce serait, disons, intéressant d'en discuter et puis de comment mobiliser les moyens d'action pour obtenir ce truc. Alors bon, évidemment, dans les Émirats arabes unis, probablement que c'est un petit peu moins démocratique sur la manière dont on le fait, mais n'empêche qu'ils vont dans une direction qui est censée. Absolument. Donc, surtout que ça ramène des investissements là, parce qu'ils disent carrément qu'ils vont construire leur premier Stargate AI Super Center hors des États-Unis, qui a 1 gigawatt computing cluster, et c'est backé par Microsoft, Nvidia, Oracle, Cisco et SoftBank. Donc c'est le well done, bravo. Voilà, ça. Mais alors après, évidemment, on peut discuter de la pertinence de ce projet, on peut discuter de si c'est payé trop cher ou pas, mais au moins, ils font il y a une proposition. Voilà, il y a une proposition. Ouais. Tu as du tangible, tu as un building qui est construit, tu as des accès à tous les résidents gratuits à OpenAI et à ChatGPT. Eux, le seul truc qu'elle a affirmé, après, là, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, mais la seule chose, ou les deux choses qui sont plus ou moins cohérentes et concrètes, c'est qu'elle annonce un plan européen du logement, avec un commissaire dédié et un partenariat renforcé avec la Banque européenne d'investissement. Ça, on va pouvoir mesurer. Bon, déjà, le terme commissaire, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études en soviétologie, mais
le commissaire politique. Tu connais la blague, hein? Chez les soviétiques, tu en avais un qui savait lire, un qui savait écrire. Comme ça, ils pouvaient se contrôler l'un l'autre. Mais le commissaire du logement, mais c'est une dinguerie. Comme si, en fait, le logement, il fallait le traiter à l'étage européen parce que les États-nations ou les régions en étaient incapables. Ils sont trop teubés pour ça, ouais. C'est dingo. De mon point de vue, soit ils sont… soit ils ne voient pas l'ânerie que ça représente, soit ce qui les séduit, c'est qu'en fait, quand tu es commissaire au logement, je ne sais pas quel est l'investissement global dans les logements en Europe, mais ça doit chiffrer. Du coup, tu as accès à un gros pipe d'argent. Et quand tu es assis sur un gros pipe, ben, tout va bien. Tu m'étonnes. Tu vois? Mais je ne vois pas la pertinence, en fait, de gérer à un niveau supérieur quelque chose qui dépend du territoire. C'est même impossible. Tu vois déjà ici, entre les communes, entre la ville, le canton, c'est un bordel monstre. Ouais. Mais ça, en tout cas, c'est mesurable. C'est mesurable. À la fin dans 5 ans, on peut dire, ben voilà, où vous en êtes et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'il y a des… Mais si tu veux, quand tu gères il faut toujours essayer. La subsidiarité, c'est un principe très important. Ça veut dire que tu pousses la décision à l'échelon le plus bas possible. Mais l'aménagement du territoire au niveau européen, le logement social, je me dis, mais attendez, est-ce que tu construis les mêmes maisons au sud de l'Espagne ou au nord de la Suède? Je ne pense pas. Est-ce que les problèmes sont les mêmes? Je ne pense pas. Est-ce que les attentes sont les mêmes? Non, ce n'est pas la même chose. Ça n'a ni queue ni tête. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire une production réglementaire importante. Donc voilà, ils vont créer des PDF, quoi. C'est ça qui va se passer. Et peut-être un guichet unique si on a de la chance, mais tu fais quoi? T'es le maire de Renan, puis tu écris Ursula. à l'aménagement du territoire européen. Les mecs, ils ne savent même pas où c'est Renan. Ou tu es dans la Drôme, tu t'adresses à Bruxelles parce qu'eux, ils vont mieux. Tu es maire d'un petit village dans la Drôme, puis tu t'adresses à Bruxelles parce qu'ils vont à l'évidence comprendre des trucs que toi, tu vois, tu n'as pas réussi à saisir. C'est complètement. Je veux dire, c'est du délire. Alors attends, on parle maintenant rapidement du réarmement. Donc il y a toujours ces 800 milliards. Donc là, c'est soutien, encore une fois, à l'Ukraine 100%. Donc l'argent, il va partir forcément là-bas si ça continue. Et puis, ma question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de se réarmer et puis d'anticiper une guerre? Bon, alors, ce que disent les géopolitologues pointus, c'est qu'il n'y a absolument aucune chance que la Russie ait une quelconque velléité d'envers l'Europe, ce que je crois tout à fait. Je pense que le problème, ce n'est pas du tout la Russie. Maintenant, est-ce que moi, à titre personnel, j'aime beaucoup le concept de la Suisse qui consiste à dire qu'on a une neutralité armée. Les deux vont ensemble. On n'est pas juste neutre. Tu vois, genre, on est gentil. on est neutre et armé, voilà. Mais c'est une défense qui a pas de volonté de projection. Ça veut dire qu'on reste, c'est pour défendre le territoire. Ça très bien. Il y a ce dicton qui dit il y a toujours une armée dans ton pays, soit c'est la tienne, soit c'est celle du voisin. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus être naïf. Si tu veux, la police, c'est pertinent parce que au bout d'un moment, quand plus rien ne va, ben, c'est eux qu'on appelle et c'est eux qui règlent le problème. Parce que de temps en temps, les gens délirent et déconnent. Donc, en fait, il faut des gars avec des fusils qui viennent faire respecter la loi. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas du tout pour la suppression de l'armée, mais je pense qu'en fait, il faut qu'elle ait un objectif qui soit ou une mission. Il faut que ça s'inscrive dans une vision. D'accord ? Et là, la vision, elle doit être défensive. On parlera de l'Ukraine après, mais si tant est qu'il faille avoir des moyens de défense à l'échelle européenne, il faudrait déjà s'appuyer sur les États-nations. Je ne vois pas en quoi le fait de… Si ça ne marche pas déjà au niveau étatique, on ne va pas monter d'un étage, ça ne va pas mieux marcher. Hein. En plus, ils vont acheter que du matériel américain. Ouais. Donc, ça veut dire que ça va encore péjorer la balance commerciale européenne. Donc, voilà. Donc, ils s'en plaignaient justement, le PDG d'Airbus. Ouais. Bah, tu vois, donc, si le fait de faire monter ça d'un étage, je vois ça d'un très mauvais œil parce que ça ne va pas aider, parce qu'il n'y a pas de vision politique, géopolitique
en Europe et que les différents États, ils ne sont pas du tout d'accord, ils n'ont pas les mêmes intérêts déjà. Et il n'y a pas une espèce de plan commun sur lequel on s'est mis d'accord. Donc, si tu veux, je ne vois pas la pertinence de ce projet. Et puis après, ben oui, les temps deviennent un tout petit peu plus chamboulés, etc. C'est peut-être pas le moment de contraindre à la portion congrue le budget de l'armée, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'augmenter massivement non plus. Tu vois, Ouais. quand on dit oui, il faut augmenter le budget, mais ça veut dire quoi? Pourquoi? Pour quelle mission? Pour faire face à quelle menace? Tu vois, il faut que ce soit articulé avec un objectif. C'est pas comme ça, tu vois, hors tout. Donc toi, tu sens vraiment qu'elle nous vend un truc, quoi. Elle nous vend un discours bien préparé, bien léché, et que derrière, il n'y a pas forcément de concret. Et puis, mais c'est violent, vraiment, si c'est ça. Ben, ce que je vois, j'espère que ça sera pas ça, quoi. on a dépensé la thune, il va falloir la rembourser, il va en falloir plus, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que je ne sais pas. Je trouve ça extrêmement effrayant. C'est comme un conducteur de bus qui dit qu'en fait, il faut t'accrocher à ton siège et mettre ta ceinture parce que ça va être chahuté, mais il ne te dit pas où il t'amène. Ouais. Tu vois, tu payes le ticket du bus, tu sais, comme avec l'application CFF, tu mets ticket tant que je roule, vous débitez ma carte. Non, mais ce n'est pas pour aller à Rome ou à quelque part, si tu veux. On ne sait pas où on va aller. Je trouve quand même que c'est problématique. Est-ce que tu penses que c'est faisable? Parce que c'est vrai que souvent, ils font des discours et tout, il n'y a rien qui se passe. Mais là, est-ce que vraiment, ils vont pouvoir créer des nouvelles taxes, comme ils disaient, sur les produits digitaux, sur le CO2, machin? Alors, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qui est en train je sens, si tu veux, je pense que les gens, les peuples ont bien compris qu'en fait, ça ne marchait pas du tout. Qu'ils voient en fait cette fuite en avant avec un discours aussi creux, si tu veux, ce qu'ils essaient de faire, c'est faire peur. Ouais. Tu vois, on passe de crise en crise pour dire qu'en fait, tout est foutu, que rien va aller. Donc, file-moi ta carte, là, ça va être dur. Tu vois, c'est ça, en fait. Et je pense qu'il y a quand même un moment où la réalité, le réel, en fait, tu peux l'ignorer un temps, mais si tu l'ignores trop longtemps, il te mord. Et là, comment ça va se passer? Moi, ma prédiction, c'est que l'Europe, elle en a plus pour très, très longtemps. Et qu'il va y avoir un glitch à quelque part. Hein, tous les 10 ans, il y en a un. Le précédent, c'était la Grèce. Je ne sais pas quel sera le prochain. Mais il va y avoir un problème. Et par exemple, si l'Italie, tout d'un coup, décide que, bon, les gars, maintenant, c'est la fin de la partie, je ne suis pas sûr qu'ils s'en remettront si bien. Peut-être que l'Europe redémarrera sous un format plus petit, etc. Mais là, il faut changer l'entraîneur et changer la compo. Est-ce que tu penses que, parce que étant basé à Genève, on entend beaucoup, on a pas mal d'amis aussi qui bossent pour des organisations internationales et ils sont tous en panique. Donc, tu as Trump qui a coupé le robinet et tout, qui a fermé le robinet. Et justement, est-ce qu'on ne se dit pas maintenant, est-ce que l'Europe a besoin de lever ses fonds pour pouvoir continuer à aider les Nations Unies, continuer à aider l'OMS, enfin, tout ce que l'US aidait et qui a été stoppé net? Est-ce que justement cet argent, c'est pas justement l'Europe qui va le sortir pour le payer? Ouais, mais si tu veux, l'argent magique, ça marche qu'un temps. Quand je disais être trop loin du réel, au bout d'un moment, ça pique. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas un machin qui pousse sur les arbres, malheureusement, et qu'en fait, pour pouvoir lever des fonds, en fait, il faut créer de la valeur. Et puis que ce qu'il faudrait peut-être, c'est se concentrer sur la partie création de valeur, pérennité. Et ça doit s'articuler autour d'une vision. Mais de simplement dire il faut plus de sous, si tu veux, ça n'a aucun sens de faire des statements du genre il faut que chacun et chacune ait un appartement, assez à manger, accès à la santé. Ben oui, tout le monde est d'accord. Oui. Personne ne peut être contre cette idée, c'est pas ça le problème. Donc, il faut avoir les moyens de sa générosité déjà, et puis il faut proposer. C'est une belle phrase, ça, c'est vrai. Mais oui,
Si je te dis, viens Younes, je te paye un café, mais qu'en fait, j'ai pas de quoi te payer un café, ben, qu'est-ce que je te dis? C'est pas, j'ai une espèce d'élan généreux envers toi, mais après, on boit quand même pas de café. Donc, et là, ce qui est ennuyeux, c'est qu'en fait, c'est un truc à payer plus tard. Tu vois? C'est nos enfants qui vont. Voilà, pour prolonger un système, en fait, qui s'est déjà pris les pieds dans le tapis. Donc, je pense qu'il y a un moment, ce qui va se passer, c'est que le réel va rattraper, en fait, ce truc, appelons-le truc, qui, à l'évidence, ne fonctionne pas. Et puis, ben, moi, je ne suis pas un immense fan des cassures parce qu'en général, ça ne se passe pas super bien. Les réformes un peu douces, c'est souvent beaucoup plus… ça tient mieux dans le temps. Mais là, à mon avis, il va y avoir un accident de parcours, je ne sais pas lequel, et soit un pays qui dévisse, Les gens, ils vont soit… se barrer, ils vont encore plus se barrer. Oui, mais si tu veux, ça peut prolonger le système encore longtemps parce que tu dis oui, bon, non, mais ils sont partis, mais c'est des cons. Tu vois, tu peux toujours en fait raconter une histoire qui dit que c'est pas grave, tu vois. Ouais. Mais Non, mais si tu n'as pas envie de payer, si à un moment donné, bon, nous, on a de la chance, on est en Suisse, donc c'est un peu différent, mais quelqu'un qui est en France ou en Espagne ou en Allemagne et tout, puis qui se dit, bah, attends, moi, je gagne bien ma vie, je crée de la valeur, j'ai ils une vont boîte, partir, c'est sûr. etc. Mais ils sont déjà en Bah, train j'ai de pas le envie faire. de donner à Ursula, quoi. Ouais, mais c'est clair que c'est ça qui va se passer. C'est déjà en cours. Si tu veux, c'est ce que montrent les chiffres, c'est ce qui se passe. Ça, c'est le réel. Mais après, C'est pour ça que il y a eu le Brexit, selon toi? Parce qu'il y a quand même énormément de richesses qui sont à Londres. ouais, alors c'est plus compliqué, mais si tu veux, c'est un signe avant-coureur, si tu veux, de ce delta toujours plus grand et grandissant, ça ne s'est pas du tout calmé, entre les élites, appelons ça comme ça, et les masses. En fait, la masse des gens voit bien que ça ne va pas de mieux en mieux. Ils ne sont pas teubés. Ils voient bien qu'on ne leur propose pas de plan, puis qu'on leur dit ce qu'on va leur faire les poches. Tu vois? À la limite, si tu veux, tu as quelqu'un d'extrêmement brillant et de charismatique qui t'explique qu'en fait, il faut lui faire confiance, qu'on va aller dans cette direction. Tu dis, ouais, bon, ok, c'est la galère, mais ça a l'air bien. Tu le suis. Mais là, c'est quand même dur à vendre. Hein. On reste là-dessus. Méditez là-dessus. Et puis, si vous voulez déménager en Suisse, Pascal, on Welcome. est ravi de vous Bien sûr, accueillir. on vous accueille. Ciao, ciao. Ciao Younes.